c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Adler et un petit peu du travail qu'il a pu proposer dans la psychologie individuelle et en l'occurrence en quoi ça peut être intéressant pour nous dans l'hypnothérapie. Je vous rappelle que l'hypnothérapie c'est la forme de psychothérapie qui utilise l'hypnose, la recherche étant d'utiliser la transe hypnotique et les suggestions avec un ensemble de structures, de stratégies et d'orientations thérapeutiques afin de permettre à ce que le conscient et le subconscient de notre partenaire client puissent aller mieux, ou en tout cas faire un pas vers un mieux-être. Adler, c'est quelqu'un qui a développé sa propre façon de travailler. Il est notamment le père fondateur de ce qu'on appelle le style de vie aujourd'hui, le lifestyle que vous entendez en anglais, parce que à cause de sa fin de vie et de la Deuxième Guerre mondiale, tout le boulot d'Adler en Europe s'est un petit peu endormi, alors qu'aux États-Unis, ça a pu continuer à se développer. Il a fait beaucoup de psychopédagogie, donc apprendre et comprendre l'enseignement, la pédagogie, donc bien sûr vis-à-vis des enfants, et pour éviter un ensemble de problématiques à venir, la délinquance et autres. Il est intéressant pour nous dans le sens hypnothérapie parce qu'il est aussi un des pères fondateurs de ce qui est devenu au fur et à mesure le consulting américain. Vous savez, la différence qu'on a avec la psychanalyse. D'ailleurs, Adler a été en lien avec Freud, et je crois que autour de, je ne peux dire de bêtises, 21 ou 31, il a arrêté son lien avec lui. Il y a eu l'espèce de posture psychanalytique qu'on connaît bien en Europe, en France encore plus, sachant qu'on est encore un petit peu influencé par tout ce monde. Et on a une posture qui est un peu spécifique, parfois la posture très orthodoxe du psychanalyste qui se met derrière ou qui parle très peu. Puis après, on a eu bien sûr des variations, pas forcément par Freud, mais par ses élèves qui se sont plus ou moins séparés de lui. Et du coup, on a eu d'autres façons d'appréhender l'accompagnement et la posture du praticien. Et dans tout ce qui est consulting anglo-saxon, on le voit dans les séries américaines et dans les films américains, on a l'impression que le psy fait un peu le pote. Je reprends Will Hunting pour ceux qui l'ont vu, où on a l'impression que le psy, il va marcher avec son client, son patient, et on a l'impression qu'il veut créer des liens bien spécifiques avec une proximité ou parfois ils se mettent sur un canapé, un peu comme en gestalt thérapie, etc. Et ça vient notamment des différents travaux qu'avait proposé Adler dans son travail. Après, bien sûr, ça a été le développement avec la culture américaine, avec les besoins à un moment donné, avec les liens qu'il y a pu avoir entre différentes écoles psychothérapeutiques. Comme j'ai pu vous le dire, il y a aussi un petit peu de gestalt dans tout ça. Monsieur Adler a développé quelque chose que vous connaissez très bien. J'en ai déjà parlé il y a quelques années, je pense, sur des vidéos, qui va être ce qui est sentiment d'infériorité, complexe d'infériorité, compensation sur compensation. Donc, ce process-là, cette notion vient de la biologie pour lui, qui était l'infériorité des organes par rapport à d'autres. En gros, ça partait d'un postulat que il y a toujours, où il y a possibilité dans un corps qui va tomber malade d'avoir un organe qui est inférieur, qui est donc un peu fébrile et qui va plus facilement tomber malade. Vous donnez souvent l'exemple du froid. Dire il y en a qui vont avoir une sinusite, il y en a qui vont avoir un début de pneumonie, il y en a qui vont avoir différentes choses et on s'aperçoit du coup que c'est pas les mêmes zones qui sont attaquées. Et c'est parce que pour lui, c'est des faiblesses de ces parties-là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a en médecine chinoise, traditionnelle chinoise. Et c'était quelque chose qui était, je pense, c'est pas je pense, c'est certain, au début du XXe siècle, une des théories qui pouvait exister. Bon, maintenant c'est un petit peu caduque, mais on a néanmoins des points qui existent encore, et puis ça s'est précisé avec tout ce qu'on connaît.
Ce qui est intéressant avec Adler, c'est qu'il a fait une transposition biologique, ce qui a souvent été le cas chez la plupart des personnes qui ont fait de la psychothérapie, de la psychologie. Ils étaient, rappelez-vous, des médecins. D'ailleurs, c'est pour cette raison que parfois il y a des complexités avec l'hypnose complémentaire au médical, où ils vont dire mais l'hypnothérapie, ça ressemble à une psychothérapie et vous n'êtes pas du domaine médical. Et tout ça vient quand même des origines où la plupart des psychothérapeutes étaient des personnes issues du monde médical. Donc c'est toujours un peu compliqué pour le milieu médical et même le milieu psychologique, psychothérapeutique, de se dire c'est des personnes qui sont des laïcs, donc des laïcs qui prennent le boulot. Dans ces travaux, dans ce travail de compensation, donc sentiment d'infériorité que tout le monde a, on a tous un sentiment d'infériorité qui va être variable en fonction des situations et d'un élément, et c'est je trouve un des points essentiels qu'on peut reprendre constamment nous dans notre hypnothérapie, c'est le rapport systémique, les rapports, les éléments contextuels qui vont donner plus ou moins de capacité aux jeunes qu'on a pu être ou que vos patients ont pu être à grandir, évoluer, s'adapter. Et souvent, pour Adler, on rentrait dans des phases névrotiques à partir du moment où notre sentiment d'infériorité, on va dire, notre organe inférieur, que ce soit psychologiquement ou physiquement, ne trouvait pas de réponse qui pouvait être acceptable par le système. Et cet élément-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que je disais sur les dark empaths, aujourd'hui, notre société en crée de plus en plus. D'accord? Cette capacité à utiliser l'empathie pour arriver à ses fins, notamment professionnelles ou notamment manipulatoires, c'est-à-dire pour obtenir un bénéfice de la part des autres en les manipulant émotionnellement parlant ou en tout cas en utilisant l'empathie. Et je vous avais fait la remarque, et vous le savez très certainement, il y a des études qui ont prouvé qu'il y a beaucoup de traits psychopathiques dans des hauts cadres d'entreprise. Et il fonctionne très bien, la notion de ne pas être empathique, la notion de ne pas ressentir quoi que ce soit vis-à-vis de l'autre, et si on reprend les dark empaths, être machiavélique, etc., amène un succès réel pour l'entreprise, donc un bénéfice sur plein de choses, de la réussite, voire la promotion de produits à travers le monde. Et à ce moment-là, si on reprend les logiques d'Adler, c'est plutôt cool. Il y a une névrose, voire une psychose. Bon, on va s'arrêter à la névrose. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, névrose, psychose ne sont plus utilisées. Moi, je continuerai à l'utiliser parce que je trouve que c'est plus simple pour la plupart d'entre nous, parce qu'on a grandi avec ces sémantiques-là. Et en l'occurrence, il y a des traits psychotiques qui sont là, mais le système, et c'est en ça où je trouve que la remarque d'Adler est intéressante, fait que c'est acceptable. C'est acceptable dans le cadre du boulot, c'est acceptable dans le cadre de l'évolution professionnelle, etc. Et ça a permis à ces personnes de réussir. Du coup, c'est un élément de compensation que de réussir dans le boulot, par rapport au sentiment d'infériorité, voire au complexe d'infériorité, voire dans cette surcompensation qui va écraser les autres pour réussir, c'est dans un système quelque chose de totalement et complètement acceptable dans un système, on va dire, relativement libéral. C'est OK. Et du coup, c'est plus une névrose, c'est quelque chose où on va dire, cette personne-là est absolument extraordinaire, c'est fou comme il a pu réussir, regardez le nombre d'entreprises qu'il a pu créer, on le voit beaucoup avec certaines personnes assez connues du monde américain, où on adore dire que c'est des génies parce qu'ils ont créé plein de choses, sauf que derrière, quand on a des échos ou qu'on a des biopics, on se rend bien compte que c'était des saloperies et que ils étaient humainement pas cool, mais c'est pas grave parce que dans le cadre dans lequel ils étaient, c'était OK. Et vu qu'ils passaient 90% de leur vie dans ce cadre-là, leur névrose est devenue un rapport compensatoire qui était plutôt OK. Le fait de pouvoir se rendre compte et de prendre en compte que quand le subconscient va, par certains moments, donner des réponses qui peuvent sembler complètement inadaptées dans certains cadres, et c'est pour ça que vous savez à quel point j'aime les cadres, l'idée est de bien voir s'il n'y a pas un bénéfice. Là, on pourrait très bien se dire que c'est une ressource. À un moment donné, par exemple, dans le boulot, on est hyper performatif. Par contre, dans la vie romantique, dans la vie amicale, dans la vie associative,
on est odieux, on est humiliant, etc., etc. Le trait que le subconscient a développé, c'est fait au travers d'une ressource qu'il a pu trouver dans un cadre où c'était OK, qu'il a tenté de généraliser, hein, on le sait très bien, et prendre en compte et ramener dans le travail de suggestion, de recadrage et autres, comme quoi il faut pas enlever cet aspect, cette facette-là, c'est ce que je vous disais, souvent nos plus gros défauts, en tout cas ce qu'on aime le moins et parfois ce qui est le plus utile dans l'accompagnement thérapeutique. Et il suffit de bien le cadrer à un moment donné et de pouvoir ouvrir au travers de cette ressource bien utilisée des possibilités d'exploitation dans d'autres cadres, même si ça ne donnera pas forcément la même chose et qu'il faudra éviter de rentrer dans les névroses. Je reviendrai sur ces sujets-là, sachant que je suis en train un peu de relire Monsieur Adler. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, partagez, likez, diffusez, abonnez-vous et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer.